Eh bien, on va commencer. Bienvenue à tous. En tant que médiatrice culturelle des archives départementales, je vous souhaite encore la bienvenue. J'excuse Madame Bolo qui arrivera un tout petit peu plus tard, la directrice des archives départementales. J'excuse également notre élu Philippe Mauffret qui n'a pas pu venir aujourd'hui, même s'il aurait beaucoup aimé écouter notre conférencier de ce soir, Monsieur Pascal Hérault. Alors, on est très heureux de vous accueillir. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous raconter sur le rôle des femmes dans la petite église. Alors, juste pour vous introduire un petit peu, vous êtes docteur en histoire moderne et vous êtes aussi retraité très récemment, vous venez de me dire, très récemment de l'éducation nationale, donc, depuis dimanche. Ce soir, je n'ai que ça. Et enfin, bon, hein. Désolée, on ne peut pas faire plus. Ah non, non. Donc voilà, donc je vous laisse, après ces quelques mots, je vous laisse nous raconter donc, cette histoire. Je vous remercie d'être venu ce soir. Je remercie Madame Bolo. Vous lui transmettrez mes remerciements, même si elle n'est pas encore tout à fait là, la directrice des AD 79. Je remercie Madame Skagamar avec qui j'ai échangé pour préparer cette petite intervention pour vous présenter maintenant, ça va très bien avec mainteneuse, les mainteneuses, c'est-à-dire des femmes et leur engagement dans la petite église du Poitou entre 1800 1801 et le milieu du XXe siècle. Alors, le milieu du XXe siècle, cela dit, je partirai d'un petit peu plus loin, puisque je pars de 1965, parce qu'en 1965, selon Monseigneur de Ruineau, la petite église compterait plus de 1000 familles. Il dit même 1020 exactement, 1020 familles. Alors, en Belgique, nous en avons une centaine. En 65. Nous en avons dans la région lyonnaise 177. Alors, il dit qu'à Lyon, il y en a 82 familles, et dans les départements voisins de Saône-et-Loire et de la Loire, vers Charlieu, 95. C'est donc, et on le voit très bien, je pense, sur la carte, la communauté poitevine, qui, de très très loin, domine, avec plus de 700 familles. Plus de 700 familles, il dit 743 familles. Alors, en 65, il y a aussi une enquête qui est lancée par l'évêché de Poitiers, qui couvre les Deux-Sèvres et la Vienne, et qui permet d'aboutir à, en 65, 3000 fidèles de la petite église. Donc 743 familles, soit 3000 fidèles. Un siècle et demi plus tôt, selon donc vers 1820-1830. Selon Jacques Pacreau, qui est le premier historien de la petite église, la dissidence poitevine, née, vous le savez, du refus du concordat signé en 1801 entre le premier consul Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII, la dissidence regroupait 30 000 fidèles. Donc de 30 000 à 3 000. Alors, déclin important, penserez-vous, certes, déclin important, mais un déclin de la petite église qui est parallèle, quoique décalé chronologiquement d'un siècle, du déclin de l'église concordataire au XXe siècle. Cela dit, cette évolution, on peut l'envisager comme cela, mais on peut aussi l'envisager autrement, c'est-à-dire comme une remarquable résistance, une remarquable survivance. Car très très nombreux étaient ceux qui pensaient que la petite église disparaîtrait dès la mort des prêtres rebelles, qui avaient suivi Monseigneur de Coucy dans sa rébellion. Or, dès le milieu du XIXe siècle, cette communauté, elle perdure, et plus, elle s'enracine durablement. D'où mon hypothèse de départ, et si les femmes avaient pour une large part contribué à cette résistance. Alors, qu'en disent mes prédécesseurs ? Eh bien, peu de femmes
ont travaillé sur le sujet de la petite église. Seulement 3 à ma connaissance, si on se limite au Poitou, à savoir Bouillat, Vion et Marolles. Et leurs travaux ne se penchent pas vraiment et spécifiquement sur l'implication féminine. Donc, parmi les auteurs, surtout des hommes, et parmi eux, surtout des ecclésiastiques. Donc, pas vraiment des spécialistes du féminin, en théorie en tout cas. Chose étonnante, très étonnante, dans les travaux les plus récents. Je parle des travaux des abbés Berthaud et Jamet, ainsi que dans le récent livre de Baptiste Cesbron, les femmes sont complètement occultées. Elles sont quasiment ignorées. C'est d'autant plus bizarre qu'à cette époque, il n'y a pas si longtemps que ça, l'histoire des femmes émergeait en France, mais dans la petite église, elle n'existe pas. D'ailleurs, assez symptomatique à ce sujet est le très beau livre aussi, même s'il est en noir et blanc, de collectif qui a été dirigé par Jeannie Rouget et Jean-Louis Neveu, qui affirme en 1982, je le cite, l'extrême importance qu'ont toujours eu les femmes dans le phénomène de la dissidence. Mais cette très très belle affirmation, elle est reléguée dans une petite note à la fin d'un chapitre. Il y a une exception notable, c'est le maître-livre de l'abbé, que vous connaissez sans doute, l'abbé Auguste Billot, paru en 1962. L'année du retraité que vous avez devant vous, d'ailleurs. Et qui, l'abbé Auguste Billot, dans sa deuxième partie surtout, multiplie les annotations mettant en avant des femmes. Alors, ce sont des annotations parfois, souvent, assez misogynes. L'abbé, il se lâche. Et ces annotations chronologiques et factuelles, elles ne sont pas systématisées. Mais elles m'ont incité à creuser le sujet, d'autant plus que Billot, vous le savez, il s'arrête en 1830. Alors, d'où mon projet d'évaluer le rôle des femmes dans la petite église. Et c'est une enquête, on peut dire, doublement difficile. Je pense parce que, d'abord, on le sait ici, chez nous, la petite église est réputée pour sa très très grande discrétion, héritage, selon moi, d'une persécution qui va quand même durer jusqu'à Vatican II. On peut parler de persécution. Et puis aussi, et peut-être surtout, la documentation est masculine. La documentation est masculine sous la main d'un curé ou d'un évêque, sous la main d'un préfet, d'un sous-préfet ou d'un ministre. Alors, il y a la nécessité, comme le dit l'historienne du 19e, l'historienne féministe Michèle Perrault, pour cette recherche de, je la cite, faire un autre usage des sources qu'il faut traquer, qu'il faut lire différemment. Alors moi, plus modestement, je dirais que quand j'ai un document, je cherche sous chaque phrase de ces messieurs la femme qui s'y cache. Voilà. Et dans cette enquête, j'ai été, je dois dire, doublement, voire triplement aidé. Il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai été aidé par mes amis du Maurice Firet, qui m'ont confié des documents parfois très, très, très intéressants, par mes amis de la petite église, qui m'ont fait confiance. Je ne suis pas un journaliste qui cherche à faire du scoop, je suis un modeste historien qui cherche à comprendre, et qui m'ont livré des sources extraordinaires émanant de leur communauté. Et puis j'ai aussi été aidé par l'archiviste de l'évêché de Poitiers qui, un jour, voyant que je m'intéressais à ce sujet, m'a demandé de classer le fonds dissident. Jusque-là très peu accessible, parce que quand c'est pas classé, aux archives Rousset, c'est pas accessible. Et qui m'a permis, là aussi, de faire des découvertes très très intéressantes. Donc, mon propos va distinguer ce soir 3 grands thèmes que j'expose là sur la diapo. La roturière et la noble, les religieuses et les gardiennes du culte dissident. Alors je commencerai d'abord par des femmes au service des prêtres dissidents que j'ai intitulé la roturière et la noble. En commençant
une fois n'est pas coutume, par les femmes du peuple. Quand un curé, au début du 19e, refuse les innovations du Concordat et qu'il est pourchassé par la gendarmerie, eh bien, un groupe de femmes peut s'interposer. Je dis bien un groupe de femmes pour essayer de le libérer, et parfois, elle parvient à le libérer. C'est le cas du curé dissident Brunet des Aubiers, qui sera libéré par un groupe de femmes, et que la gendarmerie ne retrouvera jamais, ne sera jamais repris. En 1804, et l'année suivante, en 1850, ces dissidentes des Aubiers, eh bien, elles mènent une vie dure à l'intrus. L'intrus, c'est le desservant de Cluzel qui a été nommé par l'évêque en insultant, en menaçant celles et ceux qui assistent à ces cérémonies. Alors, de Cluzel, il pleurniche, il écrit au préfet et dit que les femmes, eh oui, mesdames, elles sont plus exaltées que les hommes. Alors, 13 femmes sont arrêtées aux Aubiers à cette occasion. Certaines sont enfermées à Niort, d'autres à Bressuire. Et j'ai essayé de les retrouver. Alors, ça fait peur un histogramme, un organigramme comme ça. Alors c'est un... non, vous arrivez à lire à peu près? Bon, tant mieux. Il paraîtra dans HPB au début de l'année 2025 si Guy Marie, je ne sais plus où il se cache là-bas, autorise la parution de l'article. Si ça passe sa censure, évidemment. Et j'ai essayé de voir quelles étaient les liaisons familiales et amicales entre ces femmes. Les femmes émeutières, bien sûr, je les ai mises en rouge. Et on trouve par exemple, vous voyez, une Félicité Camus qui est très intéressante parce que cette jeune femme, elle est née en 1780, elle a donc 24 ans au moment de l'émeute. Elle a 24 ans, elle est couturière, et 5 années après l'émeute, elle épouse Louis-Lazare Brunet. Louis-Lazare Brunet, qui est un maréchal ferrant très influent dans la petite église des Aubiers. Précisons que la mère de Félicité, la veuve Camus, autrement dit Marie Moreau, participe aussi à l'émeute, et elle est âgée d'une soixantaine d'années, entre 20 et 60. Or, quand elles meurent l'une et l'autre, en 1827 et en 1829, elles ne sont pas notées sur le registre de catholicité. Le registre de catholicité qui est tenu par le curé concordataire. Quasi-preuve de leur dissidence. Alors, dans le groupe, il y avait aussi une nommée Rétorette. Alors, en fait, Rétorette, c'est Marie Rétoré. Marie Rétoré, qui, elle, a une quarantaine d'années lorsqu'elle participe à l'émeute, et qui est la belle-sœur d'un boulanger, le boulanger Pierre Pelletier. La belle-sœur, Or Pelletier, est un ami de Louis-Lazare Brunet qui a épousé une autre émeutière. Voilà. Je cite un dernier exemple, je ne vais pas faire la liste, la jeune Marie Dagneau, qui, elle, est âgée d'une trentaine d'années, 33 ans, et qui épouse 3 mois après l'émeute, elle n'a pas été gardée très longtemps en prison, elle épouse Louis Moreau. Donc on le voit dans cette émeute, c'est un groupe de femmes d'artisans de 2 générations, entre 20 et 60 ans, puisque j'ai 20, 30, 40, 60 ans, qui agissent ensemble, qui se mettent en avant, qui se font arrêter pour protéger leur curé dissident. Or, ce tisserand Louis Moreau, ce boulanger Pierre Pelletier, ce maréchal Brunet, sont des proches de Grelot, le cordonnier Grelot, à qui écrit quand même, Monseigneur de Coucy, alors je pense en 1817. Alors je vous explique pas pourquoi je pense ça, parce que je vais sortir du sujet. Une lettre que j'ai eu la chance de retrouver aux archives de l'évêché, là c'est la vraie. Voilà. Mais une femme peut aussi, individuellement, aider un curé rebelle. Alors j'ai de nombreux exemples de femmes, des veuves, souvent, qui cachent le curé dissident pour chasser. Par exemple, je vous donne que 2 exemples, j'en ai d'autres, à Combran, en 1805, la veuve Bernardo cache le curé Guéniveau, à la Gérardière. Pas très loin d'ici, en Vendée, à la Tardière, j'ai la veuve Chevaux qui cache à un moment le curé dissident de Cerizay. Donc, les femmes aident les curés à se cacher, mais elles servent aussi de messagères. On parle de petites postes.
Elles transmettent des messages. À Courlay, par exemple, il y a la femme prieure ou brossard, où il y a la servante du curé Texier qui, en 1817, va voir le curé Labour pour lui donner un message. Hein. Ces femmes, également, elles distribuent des libelles, c'est-à-dire des textes anti-concordataires. Et bien, j'ai trouvé le cas d'une couturière de Saint-Aubin qui, en 1805, distribue ces libelles. Elle s'appelle, pour la petite histoire, Marie Nonette. Et puis, j'ai enfin des femmes qui, je dirais, piratent la messe du prêtre soumis. À Boismé, j'ai la femme Millot qui est arrêtée en 1805 parce qu'elle détourne cette petite femme, elle fait 1m28, hein, c'est noté dans le document, c'est une naine carrément qui arrive à détourner une cinquantaine de personnes d'aller à la messe. Hein. Elle est peut-être petite, mais en tout cas elle est efficace, hein, la femme Millot. Alors, dans le cadre d'un couple, je vous ai parlé des groupes de femmes, je vous ai parlé des femmes individuellement, mais dans le cadre d'un couple, la femme peut aussi se rebeller. Et notamment au moment des réhabilitations de mariage. Réhabilitation de mariage, c'est-à-dire que, en gros, l'Église concordataire accepte de transformer le mariage dissident en mariage catholique. Et dès 1820, le pape Pie VII, toujours le même, hein, autorise cette pratique, même s'il n'y a pas un double consentement, même si l'un des deux membres du couple accepte de rentrer dans le giron de l'Église concordataire. Or, dans le registre de catholicité de Sirière, j'ai retrouvé des cas de résistance féminine. Par exemple, en 1837, le curé Chéniaud enregistre 4 réhabilitations. Mais sur 4, il y en a 3 où l'épouse, je cite, a opiniâtrement refusé de se présenter pour la dite réhabilitation. Et je rappelle que c'est quand même dans le contexte du Code civil napoléonien, le Code civil de 1804, qui affirme entre autres que la femme doit obéissance à son mari, hein, et puis que l'autorité des enfants appartient au père. Donc c'est pas rien, hein, cette rébellion. Alors j'ai un autre exemple, je pense encore plus intéressant à Sirière, c'est celui des frères Tocrot. Alors les frères Tocrot, il y en a plusieurs, mais ceux qui m'intéressent, c'est André, qui est né en 1795, et puis c'est Jacques, qui est un peu plus jeune, qui est né en 1802. Ce sont des maçons qui vivent dans le haut-bourg de Sirière, donc au lieu de la dissidence, évidemment. Alors l'aîné, André, il se marie en 1816 avec Rose Favreau. Bon, très bien. Par contre, je sais que l'office religieux a été fait par le curé dissident Raymond, je le sais parce que il meurt à la fin de l'année. Or, le mariage, là, il est réhabilité 18 ans plus tard, en 1833, par le curé concordataire. Et là, pas de problème. Mari et femme sont d'accord. Maintenant, je prends le plus jeune, le frère cadet, Jacques. Ça se passe pas aussi facilement. Il se marie en 1826 et il est marié par le prêtre dissident Fossé des Aubiers. Et là, la réhabilitation a lieu 8 ans plus tard, en 1834. Mais, dit le registre, sa femme, Madeleine Fradin, a opiniâtrement refusé la réhabilitation. Alors, dans le cas de ce couple, on voit que d'un côté, l'homme, il est sous l'influence du curé, hein, et puis la femme, elle reste dissidente. Et je me suis posé la question des enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et là, j'ai eu de la chance, parce qu'après cette demi-réhabilitation, il y a eu 6 naissances. Donc évidemment, je me suis jeté sur le registre de catholicité pour voir. Eh bien, 8 mois après la réhabilitation, Madeleine Fradin accouche d'une Marie-Ursule. Et Marie-Ursule, elle n'apparaît pas sur le registre de catholicité. Donc, le bébé est comme sa maman, dissidente. Sauf que il y a un drame. Le bébé meurt 1 mois et demi plus tard, en janvier 1835. Décès d'ailleurs qui n'est pas non plus mentionné sur le registre de catholicité. Donc elle est née et morte dissidente.
Alors, ce décès prématuré a eu des conséquences, peut-être, certainement. Parce que, est-ce que la mère culpabilise? Est-ce qu'on lui a dit, ben voilà, t'as pas suivi le curé, le bébé est mort, hein? Est-ce que y a la pression du mari, la pression du curé? Alors ça, je ne le sais pas. Toujours est-il que les 5 naissances suivantes, entre décembre 1835 et avril 1843, elles apparaissent sur le registre de catholicité. C'est-à-dire que 3 filles et garçons ont été ensuite baptisés par le curé. Et même la résistante, Madeleine Fradin, quand elle meurt en 1867, elle est bien sur le registre de catholicité. Donc on voit que Madeleine Fradin a résisté un peu, et puis après, elle a fini par céder. Alors, autre couple, je mets couple entre guillemets, à évoquer, c'est le curé et sa servante. Mais entre guillemets, donc, n'ayons pas d'arrière-pensée, tout court. Le plus étonnant, c'est le cas de Louise Guéniveau. Alors, Louise Guéniveau, elle a un frère, Louis, qui est né en 1761 dans le Maine-et-Loire, à Vier, et qui est d'abord vicaire à Courlay, et puis ensuite il devient curé de Combran il s'autoproclame curé de Combran à partir de 1800, et il refuse bien sûr le concordat en 1800. Or, sa petite sœur Louise, qui est née 7 ans plus tard, devient, à une date inconnue, mais je crois savoir que c'est 1817, mais je n'ai pas la preuve, donc je ne l'ai pas dit. À une date inconnue, sa gouvernante, et à 2 moments, elle va intervenir de manière décisive. Premier moment, en 1818, au cours d'une réunion qui rassemble 2 curés rebelles qui doutent et qui sont venus voir son frère, elle s'impose pour les convaincre de résister. Bon, deuxième événement, en 1821, le curé Guéniveau et sa petite sœur ont été chassés du presbytère et ils se sont réfugiés à la Galardière. Et le curé Guéniveau s'est improvisé maçon, il n'aurait pas dû parce qu'il s'est blessé gravement et ça a été fatal. Il demande l'assistance d'un prêtre, voire d'un prêtre concordataire, et là encore, Louise, elle dit « pas possible ». Alors, au dire de Drochon, qui a été répété par Auguste Billot, il serait mort sans sacrement. Alors ça, c'est faux, j'ai la preuve, j'ai retrouvé son testament, et dans son testament réalisé 3 jours avant son décès, eh bien, il y a comme témoin le curé dissident Couillot de Pierrefitte, donc il n'est pas mort sans sacrement. Ce qui est rigolo, c'est que dans le début de son livre, Billot critique beaucoup Drochon, en disant, voilà, il répète ses erreurs aussi. Et Louise va suivre le curé dissident Couillot à Pierrefitte. Alors, ce qui choque le bon Auguste, c'est que Louise Guéniveau, c'est pas une servante soumise. Pas une servante soumise, c'est plutôt une servante dominatrice. Alors, je vais vous lire un petit passage parce que, bon, il m'en voudra pas, l'abbé, pour vous montrer à quel point il la déteste, Louise Guéniveau. Il la déteste. C'est assez incroyable. Alors, je vais essayer de... Par contre, il écrit bien. Mais, à ce moment, on est en 1819. À ce moment, une femme intervint. Mademoiselle Guéniveau, sœur du desservant de Combran, appartenant à cette race de gouvernante, aujourd'hui en voie d'extinction, j'ai envie de rajouter ouf, mais il n'a pas écrit ouf, en voie d'extinction, alors j'en ai perdu ma ligne, qui, non contente de régir avec autorité la cuisine et la basse-cour, prennent aussi un soin particulier des âmes. La gouvernante savait l'objet de la réunion, elle avait sur la question des idées arrêtées. On ne l'invita point à la délibération, elle n'y crut pas sa présence déplacée pour autant. Son frère, par une crainte d'une scène peut-être, n'osa pas la renvoyer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Billot, il cite comme source Pacro. Je suis allé voir Pacro. Pacro, il dit pas tout ça. Alors là, l'abbé Billot, il déteste Guéniveau, Louise Guéniveau, parce que c'est une gouvernante qui a la pointe. Autre exemple,
de servante ou gouvernante ou cuisinière. La cuisinière du curé Fossé, du Fossé des Aubiers, qui fait un scandale en 1826. Elle s'appelle Julie Gouttière, et elle vient comme son maître de la Manche, hein, du diocèse de Coutances. Et en avril 1826 est organisée aux Aubiers une mission auréolée de la présence de l'évêque de Poitiers, quand même, Monseigneur de Bouillé. Et à la fin de la mission, il y a une dispute entre commères, et Julie Gouttière, elle se montre assez irrévérencieuse. Hein. Elle a un petit chien sur le genou. Je l'invente pas, hein, je fais pas comme des Biot, moi je l'ai vu dans les documents. Et elle le caresse et elle demande à son chien de crier « Vive le roi, vive la reine !» Très bien. Et en plus, elle va déclarer que les missionnaires qui sont venus à la mission, ce n'est que de la canaille. Scandale aux Aubiers. Qui oblige le pauvre, je sais pas s'il est pauvre, le curé dissident Fossé, alors je vais faire un jeu de mots, bon facile, hein, de se défausser, et à renvoyer Julie en Normandie. La même année, peut-être pour éviter les médisances, il marie Marie-Anne Joubin, sa jeune servante de 25 ans. Alors, Marie-Anne Joubin, ah si, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez, elle se marie avec Clément Groslot. Ben oui, parce que déjà que Julie a fait un scandale, Marie-Anne a 25 ans, alors que l'âge canonique d'une servante, c'est plutôt 40 ans. Donc ça peut faire jaser. Alors, les femmes du peuple ne sont pas les seules à s'engager, bien sûr, dans l'aventure. Alors, je passerai maintenant aux bienfaitrices nobles, et parmi ces nobles, soutien indéfectible de la petite église, je pourrais vous parler plus ou moins longuement, par exemple d'Anne-Henriette de la Roche-Jacquelin, à Saint-Aubin-de-Bobigné, hein, c'est la tante d'Henri, le généralissime des armées vendéennes, que l'évêque de Poitiers qualifiait très très gentiment de tête frappée. Voilà. Je pourrais vous parler aussi de Madeleine Béville, mais comme je l'ai retracé sa vie un peu mouvementée avec le curé Labourd dans un article d'HPB, je vous renvoie à l'article d'HPB en 2022. Biot d'ailleurs parle de Madame de Chizé, c'est fou, hein, elle s'appelait pas comme ça, elle s'appelait la veuve de Chizé. Je pourrais aussi vous parler de Thérèse Cossin de Belletouche à Saint-Martin des Tilleuls en Vendée, qui mériterait une belle notice biographique qui n'est pas encore faite, donc je n'en parle pas. Je choisis ce soir la marquise, l'inflexible marquise Catherine de la Haye-Montbeau. Alors, j'ai rédigé la notice sur Catherine dans le livre d'HPB, que je ne saurais trop vous conseiller. C'est le moment réclame de la conférence, pour un prix très modique, et comme Guy Marie sait que ça part comme des petits pains, n'hésitez pas. Plus sérieusement, je prépare un article plus abouti sur cette personne que Biot qualifiait de, tenez-vous bien, roc plus inébranlable que le donjon de Bressuire. Et que Pacro, le premier historien de la petite église, considérait comme au premier rang des ardents soutiens de la dissidence. Alors, cette femme, à défaut de vous montrer son portrait, je vous montre de Beaulieu qui est revenu à la Dubreuil. Alors cette Catherine, elle est née au début des années 1770. Impossible de retrouver son acte de naissance, puisque les registres, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Par contre, je sais que c'est la fille d'un haut et puissant seigneur qui s'est marié à Coron en 1763 dans le Maine-et-Loire. Et la famille vit à Saint-Sauveur de Givray, dans le château de la Verne, qui aujourd'hui a disparu. Il reste, je crois, juste un petit peu la chapelle. C'est une famille de 4 enfants, donc nés entre 1766 et 1774. Un garçon et 3 filles. Alors, les 2 sœurs de Catherine meurent très jeunes, et le garçon, je dirais très logiquement, fait une carrière militaire. Bien sûr, hostile à la Révolution, il émigre et il s'engage même en 1792 dans l'armée des princes. Et il ne reviendra à Beaulieu que vers 1800. En ce qui concerne Catherine, elle
elle se serait cachée à Poitiers pendant la Révolution. C'est fort possible parce que sa mère possédait à Poitiers, pas très loin du parc de Blossac, pour ceux qui savent, qui connaissent un petit peu Poitiers, vers la rue de la Tranchée, elle possédait des maisons et des biens. Donc c'est pas impossible qu'elle se soit planquée à ce moment-là, pendant la Révolution. Elle revient à Beaulieu, où elle réside au centre du bourg, à la Prévôté, non loin de l'église, tandis que sa belle-sœur et ses neveux et nièces habitent à la Dubry. Or, Catherine soutient très très fermement la cause dissidente, qui, en 1805, à Beaulieu, regroupe 350 fidèles, c'est-à-dire la totalité de la population. Et elle la soutient, on peut dire, de 3 manières différentes. Première manière, elle essaie de trouver des prêtres hostiles au concordat, au risque de faire quelques petits choix douteux. J'ai repéré Vigneron vers 1818-1820, Delamont qui fait que passer en 1826, Le Tellier en 1829-1834, Ozouf qui s'en va aux Aubiers pour remplacer comment s'appelle-t-il, Fossé, et un certain Georges en 1839-1843. Alors, ces prêtres ont un point commun. Ils ont une réputation exécrable. Mais je dois dire quand même que plus j'avance dans mes recherches, plus je me pose la question suivante. Présenter le clergé dissident, ou une partie du clergé dissident, il y en a qui échappent à ces critiques-là, et présenter souvent le clergé dissident comme étranger, borné, imbécile, alcoolique, voire pervers, n'est-ce pas un moyen pour mieux discréditer la petite Église? En d'autres termes, n'est-ce pas un argument de la propagande concordataire? Salissez, il en restera toujours quelque chose en quelque sorte. Bon, c'est à creuser. Catherine, j'en reviens à elle, parce qu'elle m'intéresse, elle s'efforce de préparer l'avenir en créant une école vers 1830 pour les enfants de la petite église, à la Chaounière, c'est-à-dire c'est une ferme entre Bretignolles et Beaulieu, qui est d'abord tenue par des sœurs malheureusement non identifiées, assez vite remplacées par l'instituteur Jean-Baptiste Mingrin. Troisièmement, elle cherche à créer des chapelles. Elle cherche d'abord à créer une chapelle à la chapelle Saint-Laurent, dans l'une de ses fermes, mais le projet avorte. Et elle a cherché aussi à créer une petite chapelle à Beaulieu, une petite chapelle qui existe toujours, et qui tombera au XIXe siècle dans l'escarcelle de la famille Jotreau. La famille Jotreau qui, à côté de la famille Texier de Courlay, forme le deuxième clan familial dominant de la petite église, en quelque sorte. Alors, après le tiers-état et la noblesse reste, si je reprends la tripartition d'Ancien Régime, le clergé. Bien sûr, celui qui m'importe, c'est le clergé féminin. Alors, la Révolution, on le sait, elle supprime les ordres religieux au début des années 1790. Et les articles organiques qui sont annexés au Concordat de 1801 confirment la suppression de tous les établissements ecclésiastiques. Question, que deviennent les anciennes religieuses? J'en ai retrouvé quelques-unes. Alors, j'ai fait une petite carte. Par exemple, à Pugny, il y a le curé Guillon qui est un curé rebelle et qui, en 1805, recueille sa sœur, qui est une ex-religieuse. J'ai retrouvé, il y a très très peu de temps, Thérèse Tarteau. C'est Stéphane Tarteau qui cherchait des informations sur sa famille, qui va parler de cette carmélite. Quand elle meurt aux Aubiers, on l'appelle la carmélite. Alors malheureusement, je ne sais pas où elle était carmélite avant la Révolution. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1803, elle est à la chapelle Largeau en 1803, et elle apparaît comme institutrice avec sa sœur Marie, qui est déclarée régente. La régente, c'est-à-dire celle enseignante. Elle est déclarée régente à sa mort, la mort de Marie en 1816. Or, ce qui est intéressant, c'est que à la chapelle Largeau, le curé Vion se change en 1819. Que fait Thérèse? Elle quitte la chapelle Largeau pour gagner Châtillon en 1820, où elle a sa famille, et puis elle va aux Aubiers
retrouver le curé dissident Fossé, qui est aux Aubiers depuis 1822. Elle vit aux Aubiers avec son frère, Jean-Baptiste, qui, lui aussi, est resté dissident. C'est les seuls de la famille, d'ailleurs. Hein, c'est les seuls de la famille. Et Jean-Baptiste meurt en 1832, Thérèse la Carmélite, 3 ans plus tard, en 1835. Or, ni l'un ni l'autre n'apparaît sur le registre de catholicité. Et même, en plus, une preuve supplémentaire, c'est que quand le frère de Thérèse meurt, eh bien, comme témoin, il y a Louis-Lazare Brunet, vous savez, l'époux de l'émeutière. Hein, donc là, on est dans... Alors, ces ex-religieuses hostiles au concordat, Biot en a trouvé pas mal d'exemples de rebelles. Il y a, par exemple, si je prends la Vendée, mais je vais aller très vite pour la Vendée, il y a Madame Sainton, l'ex-prieure du couvent des Cerisiers à Fougeray, il y a Madame Ligour, l'ex-supérieure de l'Union chrétienne à Fontenay-le-Comte, que les sources appellent les savantes et les théologiennes, qu'il faut faire taire, bien sûr. Hein. Et puis il y a des sœurs de la sagesse, basées à Saint-Laurent, et certaines vont entrer dans la rébellion. J'en ai même retrouvé à Angoulême, hein, des sœurs de la sagesse rebelles en quelque sorte. Alors dans les Deux-Sèvres, il y a aux Aubiers, donc Mathérèse Tarteau, et puis j'ai retrouvé une sœur de la sagesse, sœur de Saint-Médard, qui est hospitalière, et qui elle aussi empêche les habitants d'aller à la messe. Alors, il y a aussi d'anciennes religieuses à Niort, ici, qui prêchent la dissidence. J'ai leur nom, je vais les dénoncer. Elles s'appellent Legrand et Maussabré. Et les sources disent qu'il faudrait les faire taire quand même. Et puis, il y a, je les ai indiquées ici, des sœurs institutrices de Saint-Clémentin et des sœurs bleues de Saint-Aubin-de-Bobigny. Alors, les sœurs bleues de Saint-Aubin-de-Bobigny, c'est intéressant parce que elles sont, comme elles sont hostiles, elles sont exilées à Limoges et elles reviennent de Limoges toujours hostiles au Concordat. Ça ne sert à rien. À Saint-Aubin, sur 11 sœurs, 8 persévèrent dans la dissidence, quand même, c'est pas mal, hein, sous le contrôle sévère de leur directeur de conscience, même si elles sont isolées, parce que c'est d'abord le directeur de conscience, c'est Lucrèce qui réside à Toulouse, hein, et qui meurt en 1823, puis ensuite c'est Doussin qui réside près de La Rochelle, à Dompierre, et qui meurt en 1843. Or, au milieu des années 1830, le temps faisant son œuvre, il ne reste plus que 3 rebelles des Sœurs Bleues. Alors j'ai une Marie Barbarin, Sœur Marie, j'ai une Perrine Clémenceau, qui meurt en 1844, et j'ai Jeanne-Louise Marot, dite Sœur Louise, qui est morte à 100 ans, quand même. Mais, 10 ans avant sa mort, elle se convertit. Alors pourquoi je vous parle des ex-religieuses de Saint-Aubin ? Eh bien parce que elles vont jouer un rôle très important en éduquant une nouvelle génération de religieuses, comme par exemple Marie de Rochon à Sirière. Marie de Rochon à Sirière, elle est née en 1809. Marie de Rochon, c'est la fille d'un petit paysan, ouvrier agricole, domestique agricole, qui perd sa maman à 5 ans. Elle a 7 ans quand son père se remarie, mais elle n'est pas élevée par sa belle-mère. Elle va être recueillie par cette dernière sœur bleue de Saint-Aubin de Bobigny. Et c'est-à-dire cette sœur Louise, la Santerre dont je vous ai parlé. Et à 20 ans, Marie de Rochon, elle fait secrètement ses vœux, et c'est peut-être à cette occasion que elle va prendre le nom de Sœur Thérèse en religion. Et dans les années 1830, je vous remets la carte pour y voir un petit peu plus clair, on la retrouve à Montigny, dans le village de Beugnon, où elle reçoit, dit l'instituteur de Sirière, une partie des enfants de Sirière appartenant à la petite église dans le but de les instruire. Et vers 1845, elle vient s'installer dans le haut-bourg de Sirière, où elle va rester 25 ans. Donc c'est durable. Alors, Marie de Rochon prend dans le haut-bourg de Sirière la place de Marie Lavaux. Alors, Marie Lavaux, elle a longtemps été méconnue jusqu'en 2023. Elle a été inconnue parce que
le sous-préfet de Bressuire l'appelait faussement Mademoiselle Bonneau. Et quand l'historien Christian Fouquet a lu le sous-préfet, il a lu Mademoiselle Bonnard. Allons bon. D'ailleurs, quand je suis tombé un petit peu par hasard sur le propriétaire de la chapelle de cette Marie Laveau, le propriétaire de la chapelle m'a parlé de Mademoiselle Bonnard. Mais je lui dis, elle n'a pas existé, Mademoiselle Bonnard. C'était bon. Elle ne s'appelait pas Mademoiselle Bonnard, elle s'appelait Marie Laveau. Je vais vous expliquer pourquoi ils se sont trompés. Bon, Bonneau, Bonnard, on peut comprendre. Pourquoi le sous-préfet l'appelait Mademoiselle Bonneau? Alors, je vais d'abord la faire naître. Elle est née en 1788, ça c'est sûr. Et c'est aussi la fille d'un paysan, d'un métayer habitant vers Pierrefitte, entre Saint-Varan et Pierrefitte. Et en 1835, on la retrouve, elle, Marie Laveau, sa sœur, la veuve Bonneau, et ses deux enfants, donc les deux neveux de Marie, à Sirière, dans le haut-bourg de Sirière. Donc le préfet, comme elle vivait chez les Bonneau, il l'a appelée Mademoiselle Bonneau. Hein. Mais il n'y a que la sœur qui était l'épouse d'un Bonneau. Alors, en 1840, quand même, cette Marie Bonneau, excusez-moi, Laveau, faut pas que je fasse la même erreur, reçoit quand même, grâce au testament de Madeleine Béville, cette veuve de Gisset, dit Billot, mais la veuve de Gisset, elle reçoit quand même la coquette somme de 400 francs. Alors 400 francs à l'époque, je peux vous dire, c'est quand même une belle somme, parce que c'est le prix d'un bœuf gras, de 2 vaches grasses, ou de 16 à 17 moutons gras. C'était pas mal pour l'époque. Et je me demande si ça n'a pas contribué à la construction de la maison quand elle migre à Breuil-Chaussée. Parce que Thérèse Rochon, Marie de Rochon, dite sœur Thérèse, arrive dans le Haut-Bourg, Marie Laveau glisse à Breuil-Chaussée. C'est là où on édifie pour elle la maison et la chapelle du Petit Plessis. Alors c'est intéressant cette photo parce que la photo de gauche elle est prise de la rue, donc on voit, on est discret, il n'y a pas d'ouverture, c'est aussi du côté nord, donc c'est un peu normal, et les ouvertures sont du côté sud avec la petite chapelle, c'est-à-dire le bâtiment qui est un petit peu plus bas. Alors, de cette sœur, partisane d'une dissidence que j'appelle une dissidence radicale, plus radicale en tout cas, que j'appelle vendômiste. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je vous dis ça ce soir, parce que c'est pas mon sujet, sauf si ça vous intéresse tout à l'heure. Elle a peut-être été formée à Saint-Clémentin, mais j'en suis pas sûr. Mais et comme elle est née comme sœur Joséphine vers Pierrefitte, c'est possible. En revanche, sœur Joséphine, je vais vous en parler plus amplement, de son vrai nom Perrine Guérin, elle est née à Pierrefitte en 1796. Or, disent les curés de Courlay, qui aiment bien fouiller dans la vie privée des gens, et le raconter, le curé de Courlay, à un moment, dit qu'à 17 ans, cette jeune fille a eu une déconvenue sentimentale. Et que, à cause de cette déconvenue sentimentale, elle se serait fait religieuse, et se faire religieuse chez les religieuses de Saint-Clémentin, c'est des religieuses dissidentes. Et à la fin des années 1820, elle suit le curé dissident Couillot, qui abandonne Pierrefitte pour venir à Courlay, où elle s'installe à la Combe. Et là, sœur Joséphine, elle va rester plus de 40 ans. C'est durable, Alors, quelques mots sur l'existence de ces filles de paysans, avant d'évoquer leurs activités. Primo, elles ne vivent pas seules. Par exemple, sœur Joséphine, dans cette maison, vit avec sœur Eulalie et sœur Tracille. Sœur Marie, c'est-à-dire Marie Laveau, elle vit avec une compagne, je le sais, mais je ne l'ai pas identifiée. Un peu frustrée, mais enfin bon. Et sœur Thérèse, ou Marie de Rochon, à Sirière, elle vit avec une autre femme, Suzanne Rigaudot. Et dans le Haut-Bourg de Sirière, en regardant le recensement, c'est intéressant, je me suis aperçu qu'elle était au milieu de son clan, le clan de Rochon. Donc elles sont protégées, en quelque sorte. Alors, question que je me suis posée, sont-elles en civil?
ou en religieuses, parce qu'elles sont reliées. Alors, le décret chaptal de 1800 accepte la reprise du voile, surtout pour les hospitalières et les enseignantes. Hein. Et là, je me suis posé la question, et grâce à une lettre tardive du curé concordataire de Pierrefitte, de la fin du 19e, donc c'est un peu tardif, il dit qu'elle portait, je cite, un vrai costume de religieuse avec un crucifix ou une croix sur la poitrine. Donc elles étaient en religieuse, même dissidentes. Alors quelles sont leurs activités? D'abord et surtout une formation religieuse des petits dissidents, du catéchisme surtout, pour les préparer bien sûr à la première communion. Et elles organisent, au grand scandale du curé de Sirière et de Courlay, des voyages. Par exemple, en 1852, les sœurs de Sirière et de Courlay partent pour le département de la Manche avec une vingtaine d'enfants pour aller voir un vieux prêtre pas en forme du tout. Il a 78 ans, il est paralysé, mais pour faire la première communion. Pire encore, elle s'occupe du culte, de la récitation publique du chapelet, des prières, de la messe, des enterrements et des mariages. Ça provoque inévitablement la colère de l'évêque de Poitiers en 1851. Quand je dis colère, il est vraiment en colère. Est-ce possible, c'est l'évêque qui vous parle, est-ce possible, quoi, votre papa, votre évêque, votre curé, c'est une femme? Mais vit-on jamais rien de semblable sous le soleil? Alors, je vois, mesdames, vos oreilles saignent, mais c'est pas fini. Car, dit-il, l'ordre naturel veut que l'homme enseigne et que la femme apprenne dans le silence et la soumission. Alors, c'est une situation un peu embarrassante pour moi ce soir, parce que je suis l'homme qui pérore, là, comme ça, et puis vous, mesdames, vous m'écoutez dans le silence. Je précise que je ne cautionne pas les propos de Monseigneur Pi. Mais ce qui est terrible pour Jacques Pacreau, qui est le desservant de Courlay, puis ensuite le doyen de Cerizay, c'est de constater que les petits dissidents, qui sont formés par ces religieuses, ces pauvres maîtresses, comme il dit, malheureusement, c'est lui qui le dit, elles ont un bagage religieux supérieur aux autres enfants, qui, eux, n'ont reçu aucune instruction primaire que leurs parents ont constamment retenue chez eux. Les dissidents font mieux. Pour le curé, c'est un scandale. Alors, ces sœurs, qui vont durer longtemps, vont entretenir la flamme de la dissidence jusqu'à leur mort. Si je prends Marie de Rochon, elle meurt en 1872, Perrine Guérin à Courlay en 1874 et Marie Laveau à Rez-de-Chaussée en 1874. Quand s'installe la Troisième République, en quelque sorte? Alors, qui va les remplacer? Quand les sœurs partent, qui va les remplacer? Eh bien, ce sont des mères et leurs filles, des épouses et des veuves, que j'ai appelées, en copiant de Rochon, les gardiennes laïques du culte dissident. Grâce au Lyonnais Marius Duc et à sa correspondance, que actuellement je suis en train de retranscrire avec Philippe Rodiez, qui est un descendant de Joseph Berthaud d'ailleurs, eh bien, on en sait un peu plus sur ces gardiennes, notamment les gardiennes du clan Texier. Alors, Philippe Texier, qui est le premier leader laïque de la petite église, il meurt en 1857 et il est remplacé par son frère Pierre, que j'appelle Pierre II Texier, pour ne pas le confondre avec le curé Texier, le curé Pierre Ier Texier. Et il meurt comme sœur Joséphine en 1874. Alors, selon les historiens, et notamment Guy Coutan, le pouvoir serait tombé entre les mains d'André et de Laurent, les fils de Philippe. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Les lettres de Marius Duc, qui sont adressées à la veuve de Philippe Texier, à savoir Prudence Girardot, ma préférée, est mignonne, la photo, voilà. Marius Duc, il écrit à Prudence Girardot.
il écrit à Prudence Girardot, donc la veuve de Philippe Texier, et Prudence, elle utilise sa fille Eulalie Texier comme secrétaire. Souvent, il remercie sa fille Eulalie de jouer le rôle de secrétaire, etc. Mais il écrit à Prudence, hein, il écrit à Prudence. Et dans cette correspondance, eh ben, le responsable lyonnais loue le dynamisme des filles de Prudence dans l'instruction religieuse des petits paysans. Des petits paysans dissidents. En revanche, de André ou de Laurent, on n'en parle jamais. Si, une seule fois j'ai retrouvé. Il parle que des filles de Prudence. Visiblement, les filles de Prudence, Eulalie, Philomène, Florine, ont remplacé les sœurs de la Combe dans les années 1870. C'est une évidence. Et il souligne leur importance parce que Marius Duc dit que l'école publique qui arrive, où vont massivement les petits dissidents, elle n'est pas suffisante parce qu'ils n'ont pas l'enseignement religieux. Donc ils ont besoin des filles de Prudence. Et détail supplémentaire, je rappellerai que quand elle partage ses biens, Prudence en 1873, eh bien la chapelle revient à l'une de ses filles, Philomène. Après la mort de Prudence, c'est sa fille, celle qui jouait le rôle de secrétaire, Eulalie Texier, qui devient, je cite, la grande pontifesse de la Plénolière. Alors cette expression que j'aime bien, elle n'est pas de moi, elle est du curé de Courlay. Le curé Vendée dit la grande pontifesse. Évidemment, c'est un peu... Voilà, vous avez compris. Mais la grande pontifesse, Eulalie Texier, qui épouse Joseph Berthaud, de Saint-Porcher. D'ailleurs, Joseph Berthaud, c'est intéressant, il est de la mouvance radicale vendômiste. Et, chose étonnante, enfin, non, c'est pas étonnant du tout, désormais Marius Duc, avant il écrivait à la veuve. Et bien maintenant, il écrit à Joseph Berthaud, mais pas à Eulalie. Pourtant, c'est Eulalie qui jouait le rôle de secrétaire avant. Hein. Voilà, c'est l'époque. Pour autant, grâce à ces lettres, on perçoit très très nettement une division des tâches au sein du couple. Au mari revient la gestion financière de la communauté, il s'occupe des sous, et à l'épouse, la grande pontifesse, revient l'enseignement religieux. Mais à la fin des années 80, début des années 90, patatras, c'est une véritable catastrophe dans la famille Texier. En 1887, André meurt d'un accident. En 1890, ma regrettée Prudence décède. En 1892, Eulalie meurt à Courlay et Laurent meurt à Sirière. Il était parti s'occuper de la chapelle avec sa femme de Sirière. Et en 1894, le veuf Joseph Berthaud se change avec le fils de Philomène Texier. C'est la catastrophe. Alors, à l'occasion de ce changement qui a fait du bruit, beaucoup de bruit, il y a deux phrases de Joseph Berthaud à Marius Duc qui sont très intéressantes. Dans une lettre, il dit qu'il a deux frères qui voudraient bien, eux aussi, se changer. Oui, mais ces frères, ils, je cite, sont retenus par leurs femmes qui ne veulent entendre à rien, car ici, ce sont les femmes qui poussent à la résistance. Voilà. Et puis, il dit aussi de sa belle-sœur, Florine Texier, des choses sur elle. Il dit par exemple que Florine lui aurait dit qu'elle aimerait mieux voir porter ses enfants en terre que de les voir se réunir au clergé actuel. Donc on voit, ils sont déterminés. Alors, les hommes morts ont changé, que fait-on à la Plénolière? Eh bien, c'est Madame Veuve Texier et sa fille qui, dit-on, en 1803, s'occupent du culte. Alors, j'ai pu l'identifier. Madame Veuve Texier, c'est la femme de Laurent, celui qui est mort à Sirière, parce que cette veuve, Célestine Arnaud, elle est revenue à la Plénolière. Et sa fille, qui s'appelle aussi Eulalie, qui s'occupe du catéchisme dissident, des baptêmes, mariages, obsèques, de leur corps religionnaire. Et ça va être sous la protection, sous la houlette de trois veuves, Philomène Texier, Prudence, résurrection, sous la houlette de trois veuves, Philomène Texier, qui est une veuve de Julien Moinaton, Céline Arnaud, qui est la veuve de Laurent, qui est mort
à Sirière, et Victorine Châtré, la veuve d'Entrée, que Pierre III Texier va être formé en quelque sorte. Alors, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça la photo de Victorine que je vous montre. Inutile de vous dire que ce sourire charmant de Victorine m'a tout de suite séduit. J'ai fait une petite infidélité à Prudence parce que la Victorine, j'ai fait un agrandissement parce que son sourire vaut le coup, à tel point que j'en ai fait un petit article qui va paraître promotion dans le Picton au début de l'année 2025 sur cette photographie. Parce que plus sérieusement, elle est très intéressante cette photographie parce qu'il y a des contrastes étonnants. Vous avez, on a sorti les meubles de l'intérieur, hein, et on ferme la porte. Voilà, donc. Les meubles sont d'un certain luxe, hein, quand même. Alors que je sais que Victorine, elle vient d'un milieu assez modeste. Et puis, autre chose étonnante, elle est en train de lire, elle a ses lunettes, puis il y a quelques livres à côté, et pourtant, je sais qu'elle ne sait pas écrire. J'en ai la preuve, c'est-à-dire quand elle marie son autre fils, Philippe, il est bien dit que la mère, donc Victorine, ne sait pas écrire. Mais elle sait lire. Parce que les sœurs de la Combe, comme les sœurs de Sirière, privilégiaient plutôt la lecture, plutôt que l'écriture. Donc elle sait pas. Et alors, je ne vous parle pas du photographe, hein, parce que le photographe... Si Victorine avait su que c'est un ancien tonnard, je ne sais pas si elle s'en... Ou alors elle vient de la prendre et puis il n'est pas là. Voilà. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous renvoie à l'article parce que le sujet, c'est pas... Donc, toujours est-il que Victorine est la mère de Pierre III Texier qui va être appelée à reprendre le flambeau. Et la personne qui m'a gentiment montré cette jolie photo m'a donné aussi une photo de Pierre III Texier jeune. Alors là aussi, j'étais assez content de l'avoir parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. Voilà. Alors, à côté, alors j'ai pas pu la date, mais je dirais avant la Seconde Guerre mondiale, je pense. À côté de la famille Texier, qui dirige la communauté courlitaise, il y a le clan Jeutreau qui s'impose à Beaulieu, Sirière, puis Saint-Martin-Lars, aujourd'hui Saint-Martin-des-Tilleuls, où s'est illustrée la fameuse Thérèse Cossin, enfin je vous ai dit la fameuse, mais je ne vous en ai pas parlé. Alors, mais bon, la fameuse Thérèse Cossin, qui un jour aura droit à son petit article, si on veut bien l'imprimer, eh bien, Louis Jeutreau, que je vais appeler Louis Ier, par opposition à Louis II, son fils, qui est un ancien domestique de l'inflexible Catherine de la Hennebeau, épouse à 40 ans, en 1863, une veuve de Mortagne qui s'appelle Justine I. Alors, il faudrait que surnommer la papesse. Alors, vous la voyez, hein, j'ai fait un petit agrandissement de cette Justine I. C'est une ancienne élève, dit-on, de la noble Thérèse Cossin, et le couple va, dans un premier temps, s'installer à Sirière. J'ai suivi leur chemin, remplacer sœur Thérèse quand elle est morte, et puis ensuite, à la suite d'une succession, ils vont se retrouver à Saint-Martin-des-Tilleuls. Hein, Saint-Martin-Lars dit aujourd'hui Saint-Martin-des-Tilleuls. Or, dans une lettre du curé Poupeau de Saint-Martin, curé concordataire, on apprend que le chef n'est peut-être pas celui que l'on croit. Il dit Louis Jeutreau, Louis Ier, alors c'est celui qui est assis, hein, Louis Ier Jeutreau, sur son trône, habite la maison de mademoiselle Cossin avec sa femme. Je termine la phrase, qui est la plus entêtée. Alors, Louis Ier Jeutreau meurt en 1903 et sa femme meurt 2 ans plus tard, en 1905, et c'est cette dernière qui laisse le souvenir le plus vif. En 1906, 2 articles du Phare de la Loire sont publiés, et le journaliste, qui dans son article raconte des bêtises, mais pas que, insiste sur la papesse. À un moment, il dit qu'elle était d'humeur plus combative et ne refusait pas de discuter avec ceux qui ne partageaient pas ses opinions. Justine I avait conservé aux yeux des habitants une apparence de direction sur l'esprit des fidèles.
On voit qu'il porte la culotte, là, hein, c'est évident. Alors, je reviens quand même maintenant à Courlay et à Sirière, les deux pôles majeurs de la résistance dissidente, où semble s'imposer, après 1914, Pierre III-Texier et Louis II Jotreau. Alors, Louis II, on l'a jaune au deuxième plan. Je vous montre un peu plus vieux, ici. Alors, je dis bien qu'il semble s'imposer, car dans l'entre-deux-guerres, dans une enquête de 1935, le maire de La Forêt-sur-Sèvre fait un rapport. Jean Saillard du Riveau fait un rapport à l'évêque sur la situation. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à côté du rapport, j'ai trouvé une lettre où il demandait à l'évêque si son rapport serait publié. L'évêque l'a rassuré, non, ça restera entre nous. Il valait mieux parce que dans son rapport, il dit que l'un des deux est ni instruit ni intelligent, et l'autre incontestablement fin et intelligent. Alors, je ne vous dirai pas qui, car son jugement de valeur n'a aucun intérêt historique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vous parle de ce rapport s'il n'est pas intéressant? Si, il est intéressant, mais ailleurs, parce que ailleurs, il va distinguer deux groupes. Il dit, chez les dissidents, il y a les incrédules et ceux qui doutent, d'une part, et puis il y a les croyants endurcis, d'autre part. Or, parmi ces derniers, il place quelques vieux et la très grosse majorité des femmes. Et alors là, il explique, selon lui, les hommes, notamment les jeunes, ils s'ouvrent plus au monde par le régiment ou les relations d'affaires, alors que les femmes s'enferment, ne vivent qu'entre elles. Donc on a une ouverture masculine et on a une fermeture féminine. Alors derrière ce discours tranché, qu'il resterait à démontrer d'ailleurs, surgit l'idée d'un bloc féminin inaccessible. Alors, elles sont, dit-il, les mainteneuses. Vous comprenez maintenant mon titre, il n'est pas de moi, je cite Saillard du Riveau. Elles sont les mainteneuses de la tradition au-dessus et hors de tout raisonnement. Bon, on sait très bien que les femmes ne raisonnent pas. Voilà. Et le maire de la Forêt de s'écrier. Que de jeunes gens ébranlés, par exemple, après le régiment ou grâce au contact de jeunes camarades catholiques, ont été repris par leur mère ou leur sœur dans l'ambiance dissidente, ils n'ont pas osé se libérer de leur influence. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais quand même évoquer très rapidement la vision des femmes dans la littérature. Et bien sûr, je pense au roman d'Ernest Perrochon, qui, dans son œuvre, écrit Naine, juste avant 14 et prix Goncourt en 1920, et il écrit Babette et ses frères en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Or, je ne vais pas vous donner de détails parce que ce n'est pas le lieu, mais dans ses livres, Perrochon présente très souvent la femme comme une victime. Naine, elle finit par se suicider, Babette, à la fin, alors c'est discrètement dit, mais elle devient folle. Donc, la femme apparaît comme une victime écrasée par la communauté, écrasée par les hommes de son clan. Je crois quand même, vous l'avoir montré, le charisme, la ténacité, l'énergie, la fougue d'une Félicité, d'une Catherine, d'une Marie, enfin, etc. L'énergie de ces femmes contredit en tout cas cette victimisation. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir patiemment écouté malgré les méchancetés ressassées de quelques ecclésiastiques misogynes.